La pluie martelait l'asphalte du parking du centre médical Saint-Jude, masquant le bruit d'une carrière qui volait en éclats. 10 minutes plus tôt, Maya Brooks avait ignoré un ordre direct et sauvé la vie d'un homme. À présent, elle se tenait sur le trottoir, serrant contre elle un carton contenant un stéthoscope, une plante succulente à moitié morte et une lettre de licenciement signée par le chef du service médical. Elle pensait que le pire était passé. Elle pensait qu'elle allait simplement rentrer chez elle et pleurer. Elle se trompait. Le sol se mit à vibrer lorsqu'un convoi de 10 Chevrolet Suburban noir mat déboula au coin de la rue, la coinçant contre le trottoir. La vitre teintée du véhicule de tête s'abaissa et le cauchemar commença véritablement. Le centre médical Saint-Jude, dans le centre-ville de Seattle, n'était pas le genre d'endroit où les miracles se produisaient. C'était le genre d'endroit où les gens se rendaient lorsque leur assurance expirait. Un vaste labyrinthe de béton qui sentait l'antiseptique et le désespoir. Pour Maya Brooks, une infirmière débutante de 23 ans sortie de l'école depuis seulement 6 mois, c'était un champ de bataille. Elle était la plus jeune infirmière de l'aile cardiaque du 4e étage, ce qui lui valait les pires gardes, les patients les plus difficiles et le mépris constant de l'infirmière en chef, une femme nommée Béatrice qui avait la chaleur d'un glacier. Brooks aboya Béatrice en posant bruyamment un bloc-notes sur le comptoir du poste des infirmières. Chambre 412, vérification des signes vitaux et du cathéter de John Doe. Et pour l'amour de Dieu, ne lui parlez pas. Il est agité. Maya ajusta sa blouse, repoussant une mèche de cheveux noirs derrière son oreille. Le type que la police a amené. Je pensais qu'il était stable. Il est stable. Il est aussi grossier. Il refuse de donner son nom et sent comme s'il sortait d'un marécage. Fais ton travail et évite de te faire poursuivre en justice. Béatrice se retourna vers son ordinateur, congédiant Mia d'un geste de la main. Maya soupira, prit le dossier et se dirigea vers le couloir sombre. Il était 2 heures du matin, un mardi. L'hôpital était calme, à l'exception du bip rythmique des moniteurs et du bourdonnement lointain du système de climatisation. La chambre 412 se trouvait au bout du couloir, isolée des autres. Lorsque Mia poussa la porte, la pièce était plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par la lueur du moniteur de signes vitaux. Le patient était allongé, immobile, sa silhouette imposante même dans un lit d'hôpital. En s'approchant pour vérifier la perfusion, elle le vit pour la première fois clairement. Il était âgé, peut-être la cinquantaine, avec des cheveux couleur acier et un visage sculpté dans le granit. Une cicatrice épaisse et irrégulière s'étendait de son oreille gauche jusqu'à sa clavicule. Ses yeux étaient fermés, mais la tension de sa mâchoire lui indiqua qu'il ne dormait pas. « Bonjour », murmura Maya d'une voix douce. « Je vais juste vérifier votre tension artérielle. » Les yeux de l'homme s'ouvrirent brusquement. Ils étaient gris, perçants et terriblement alertes. Il ne ressemblait pas au vagabond sans-abri ou au toxicomane qu'il recevait habituellement à John. Il ressemblait à un prédateur pris au piège. « Où suis-je? » Sa voix était rauque et grinçante. « À St. Jude, Seattle », répondit Maya en enroulant le brassard autour de son bras. Son biceps était dur comme de la pierre, ce qui était surprenant pour un homme alité à l'hôpital. « Vous vous êtes effondré près des quais. La police vous a amené ici. »« La police !» ricana-t-il d'un ton amer. Il essaya de s'asseoir, mais grimaça en serrant sa poitrine. « Wow! Doucement !» dit Maya en repoussant doucement son épaule. « Vous avez 3 côtes cassées et une arythmie suspectée. Vous devez rester allongé. » L'homme la fixa, analysant son visage avec une intensité qui lui donna la chair de poule. Il jeta un coup d'œil à son badge d'identification. « Brooks, c'est votre nom? »« Infirmière Brooks, » corrigea-t-elle de doucement. « Et vous êtes... » Il hésita, les yeux rivés sur la porte. « Smith? Appelez-moi simplement Smith. » C'était un mensonge. Un mauvais mensonge. Mais Maya n'insista pas. Dans ce service, on apprenait à ne pas poser de questions dont on ne voulait pas connaître les réponses. Elle termina ses vérifications, notant que son rythme cardiaque était légèrement élevé, 105 battements par minute, mais régulier. « D'accord, Monsieur Smith, essayez de vous reposer. Le Dr. Finch fera sa tournée dans 1 heure. » À la mention du nom du médecin, l'homme tendit brusquement la main et saisit le poignet de Maya. Sa poigne était de fer. Finch, le grand, les cheveux clairsemés, le regard nerveux. Mia fut prise de court. « Le Dr. Finch est de garde ce soir. »« Oui.
Vous le connaissez? Écoutez-moi. L'homme siffla en l'attirant légèrement vers lui. Si mes constantes baissent, si les moniteurs passent au rouge, ne le laissez pas me toucher. Monsieur Smith, le docteur Finch est un cardiologue qualifié. C'est un charlatan, grogna l'homme en lâchant son poignet. Et il est à la solde de quelqu'un. À la solde de qui? Contentez-vous de surveiller les moniteurs, Brooks. L'homme détourna la tête et ferma les yeux. Et vérifiez le dosage de cette poche de perfusion. Ça sent les amandes. Maya fronça les sourcils. Elle regarda la poche de perfusion. C'était une solution saline standard. La solution saline n'avait aucune odeur, mais la paranoïa de l'homme la troublait. En sortant de la chambre, elle ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Elle retourna au poste des infirmières, l'esprit en ébullition. Béatatrice, qui avait admis le type de la chambre 412. Béatatrice ne leva pas les yeux de son roman d'amour. Ambulance 4, pourquoi? Il est paranoïaque. Il dit que le Dr. Finch est à la solde de quelqu'un et qu'il pense que sa perfusion a été trafiquée. Béatatrice rit. Un rire sec et rauque. C'est un psychopathe, Brooks. Il a probablement arrêté de prendre ses médicaments. Finch est le neveu de l'administrateur de l'hôpital, Clive Patrick. Il est intouchable. Ne répands pas de rumeurs, sauf si tu veux te retrouver à nettoyer des bassins hygiéniques au sous-sol. Mia s'assit, mais elle ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment. Elle consulta le dossier numérique du patient. John Doe a mis à 23 heures. Symptômes, syncope, traumatisme thoracique. Elle consulta le registre des médicaments. Le docteur Finch avait prescrit l'administration d'un sédatif, le Maïdolam, à 2h30 du matin si le patient était agité. Il était 2h25. Maya regarda au bout du couloir. Le docteur Adrian Finch sortait de la salle de pause, ajustant sa blouse blanche. Il correspondait exactement à la description faite par le patient. Cheveux clairsemés, regard fuyant, sueur perlant sur sa lèvre supérieure. Malgré l'air frais, il ne marchait pas comme un médecin faisant sa tournée. Il marchait comme un homme qui cache un secret. Il se dirigea droit vers la chambre 412. L'instinct de Meir, aiguisé par une enfance passée aux côtés d'un père ancien policier paranoïaque, lui criait de réagir. Elle se leva. « Où allez-vous? » lança Béatatrice. « J'ai juste oublié de vérifier sa saturation en oxygène, » mentit Maya en attrapant un oxymètre de pouls et en se précipitant derrière Finch. Elle atteignit la porte de la chambre 412 au moment où Finch entrait. La porte était entr'ouverte d'1 centimètre. Elle n'entra pas. Elle jeta un œil à travers l'interstice. Le docteur Finch se tenait debout au-dessus du patient, une seringue à la main. Il ne vérifiait pas le dossier. Il ne parlait pas au patient. Il injectait quelque chose dans la perfusion, mais il n'avait pas nettoyé le port. Il était pressé, maladroit. « Il est l'heure de dormir, amiral. » Finch murmura. « Amiral. » L'homme dans le lit, Smith, était groggy, mais il repoussa la main de Finch. « Lâchez-moi. » Finch enfonça le piston. Maya fit éruption dans la chambre. « Dr. Finch. » Finch sursauta, manquant de laisser tomber la seringue. Il se retourna, le visage pâle. « Infirmière Brooks, que diable faites-vous? J'ai donné des ordres stricts pour préserver l'intimité. » « J'ai entendu une alarme, balbutia Maya, les yeux rivés sur la seringue. Finch la rangea rapidement dans sa poche. « Qu'avez-vous administré? Un sédatif. Il était agité, » rétorqua Finch, essayant de retrouver son calme. « Sortez immédiatement. » Maya regarda le moniteur. Le rythme cardiaque augmentait. 120, 130, 145. Son rythme cardiaque s'accélère, docteur, dit Maya en s'approchant du lit. Le patient haletait, se tenant la gorge. On dirait une réaction allergique ou une intoxication. C'est une crise de panique, hurla Finch, le visage ruisselant de sueur. Quittez la pièce infirmière. C'est un ordre. Bip. Le moniteur hurla. La courbe sur l'écran devint chaotique. Tachycardie ventriculaire. Il est en TV, cria Maya. Elle se précipita vers le lit et appuya sur le bouton d'alerte bleu fixé au mur. Ne le touchez pas. Finch se jeta sur elle et lui saisit le bras. Laissez la nature suivre son cours. Il a signé un ordre de ne pas réanimer. Il n'a pas signé d'ordre de ne pas réanimer. Maya repoussa Finch. Elle était plus petite, mais l'adrénaline lui donnait de la force. J'ai vu son dossier il y a 5 minutes. Réanimation complète. Je viens de le mettre à jour verbalement. Finch hurla, la voix cassée.
Je suis le médecin traitant. Je déclare le décès. Il n'est pas encore mort. Les yeux du patient se révulsèrent. Il y eut une convulsion, puis son corps devint mou. Le moniteur afficha une ligne plate. Un long son aigu emplit la pièce. « Assistoli, arrêtez le code !» ordonna Finch, haletant. « C'est fini. » Maya regarda l'homme dans le lit. C'est Amiral. Elle vit la cicatrice sur son cou. Elle vit le combat en lui, et elle vit Finch, un homme qui sentait la peur et la culpabilité, essayant de le laisser mourir. « Non, » dit Maya. « Excusez-moi. » Les yeux de Finch s'écarquillèrent. J'ai dit non. Maya sauta sur le lit, chevauchant le patient massif. Elle entrelaça ses doigts, bloqua ses coudes et abattit tout son poids sur sa poitrine. « Crack! La sécurité! » hurla Finch dans le couloir. « Appelez la sécurité. Cette infirmière agresse un cadavre. » Maya l'ignora. 1, 2, 3, 4. Elle pompa fort et vite, suivant le rythme pour le maintenir en vie. « Allez, Smith. Ne meurs pas. » La porte s'ouvrit brusquement. Béatrix se tenait là, bouche bée, suivie de 2 vigiles costauds. « Éloignez-la, hurla Finch. Elle est devenue folle. Apportez le chariot d'urgence, cria Maya, sans interrompre son rythme. 1 milligramme d'épinéphrine à 200. N'apportez pas ce chariot ici. Finch bloqua la porte. Béatrix. Maya leva les yeux, la sueur lui piquant les yeux. Si vous n'apportez pas ce chariot et que cet homme meurt, et que l'autopsie révèle ce que Finch vient de lui injecter, vous serez complice de meurtre. La pièce devint silencieuse pendant une fraction de seconde. Béatrix regarda Finch. Elle vit la sueur, les mains tremblantes. Elle regarda Maya, qui compressait la poitrine d'un homme qui devenait bleu. Béatrix bougea. Elle repoussa Finch d'un coup de hanche qui aurait fait de la fierté d'un joueur de hockey. Apportez le chariot d'urgence. L'équipe s'est précipitée. Les agences de sécurité ont hésité, ne sachant pas qui écouter, mais le vent avait tourné. Les mesures visant à sauver des vies avaient pris le pas sur la politique. Chargement. Un inhalothérapeute a plaqué les électrodes sur la poitrine du patient. Dégagé. Mia a levé les mains. Boum! Le corps s'est cambré sur le lit. Le moniteur affichait toujours une ligne plate. Reprenez les compressions. Maya s'est replongée dans la bataille. Ses bras la brûlaient, son dos la faisait souffrir. Poussez, puis administrez. Finch était dans un coin, au téléphone, chuchotant frénétiquement. Elle interfère. Oui, descendez ici immédiatement. 2 minutes se sont écoulées. Cela a semblé durer 2 heures. Vérifiez le rythme. Béatrice a crié. Maya s'est arrêtée, à bout de souffle. Tout le monde a regardé l'écran. Rien. Déclaré le décès. Finch a ricané, s'avançant, un air suffisant revenant sur son visage. Heure du décès. 2h35. Bip. Une pause. Bip. Bip. Un rythme sinusal irrégulier, faible, mais indéniable apparut sur l'écran vert. Nous avons un pouls. Le thérapeute respiratoire cria. Le pouls est de 60/40, mais il augmente. Maya s'effondra contre le mur et glissa jusqu'au sol. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Elle regarda le patient. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait d'elle-même. Il était vivant. Le docteur Finch resta figé. Il regarda le moniteur, puis mort. Le regard qu'il lui lança n'était pas seulement de la colère. C'était de la haine. Une haine pure et sans mélange. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire », murmura Finch assez bas pour que seule Mia puisse l'entendre. « Tu n'as pas sauvé une vie, Brooks. Tu viens de mettre fin à la tienne. » 5 minutes plus tard, le patient était stabilisé et transféré aux soins intensifs. Maya était toujours dans la salle 412, en train de nettoyer les débris de l'intervention, lorsque l'interphone grésilla. « Infirmière Mayer Brooks, présentez-vous immédiatement au bureau de l'administrateur. » Infirmière Maya Brooks, administration. Il était 2h45 du matin. L'administration n'était pas ouverte à 2h45, à moins que l'administrateur Clive Patrick ne soit déjà dans le bâtiment. Maya prit une profonde inspiration. Elle attrapa son stéthoscope. Elle sortit de la chambre, passant devant les visages stupéfaits de ses collègues. Béatrix ne la regarda pas. Mia savait qu'elle se dirigeait vers son exécution. Elle ne savait simplement pas que le bourreau ne serait pas le seul à l'attendre. Le trajet en ascenseur jusqu'au 12e étage fut silencieux et suffocant. Plus Mare montait, plus l'air devenait frais,
pure et sentait moins l'eau de Javel et davantage le vernis à bois coûteux. Le 12e étage était le royaume administratif, un endroit que peu d'infirmières voyaient, sauf si elles recevaient une récompense ou un licenciement. Maya sortit dans un couloir recouvert d'une moquette luxueuse. Au bout se trouvait une double porte en chaîne. Clive Patrick, administrateur de l'hôpital. Elle frappa. Entrez. La voix était douce, cultivée et totalement dépourvue de chaleur. Mia poussa les portes. Le bureau était immense et donnait sur la ligne d'horizon pluvieuse de Seattle. Clive Patrick était assis derrière un bureau qui coûtait plus cher que les prêts étudiants de Mir. C'était un petit homme aux cheveux argentés, vêtu d'un costume qui lui allait trop bien. Debout près de la fenêtre, remuant un verre de liquide ambré, se tenait le docteur Adrian Finch. Finch n'avait plus l'air effrayé. Il avait l'air triomphant. « Mademoiselle Brooks, dit Patrick sans lever les yeux du dossier posé sur son bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. » Maya resta debout. « Je préfère rester debout, monsieur. » Patrick leva enfin les yeux. Ses yeux ressemblaient à des perles de verre noir. « Comme vous voudrez. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? » « Parce que j'ai sauvé la vie d'un patient après que le docteur Finch ait tenté de le laisser mourir, » dit Maya, la voix légèrement tremblante, mais le menton haut. « Et parce que le docteur Finch a administré une substance inconnue à ce patient juste avant son arrêt cardiaque. » Finch ricana en prenant une gorgée de sa boisson. Des accusations extravagantes de la part d'une débutante hystérique. « Je vous l'ai dit, mon oncle. Excusez-moi, administrateur Patrick. Elle était maniaque. Elle m'a agressé. » Patrick soupira en fermant le dossier. Maya, St. Jude's est fière de son protocole, de son ordre et de sa hiérarchie. Ce soir, vous avez enfreint ces 3 principes. Il fit glisser un morceau de papier sur le bureau. C'était un ordre de ne pas réanimer. Il était signé par John Doe. Le patient l'avait signé à son admission. Patrick mentait. L'encre semblait fraîche. La signature était d'un gribouillage tremblant qui ne ressemblait en rien à l'écriture ferme que le patient avait utilisée pour signer les formulaires de consentement à l'admission que Mia avait vue plus tôt. « C'est un faux, » dit Mia sans détour. « Il m'a explicitement dit qu'il voulait vivre. Il s'est battu contre le Dr. Finch. Le Dr. Finch lui administrait un sédatif palliatif pour faciliter le décès d'un patient en phase terminale. » Continua Patrick, l'ignorant. « Vous, cependant, vous avez cassé les côtes d'un homme. Vous avez traumatisé une âme mourante et vous avez sapé l'autorité d'un médecin traitant devant le personnel et la sécurité. « Il est vivant, » cria Maya. « Il est en soins intensifs en ce moment même. Comment peut-il être en phase terminale s'il est en train de se rétablir? » Patrick se leva. Son masque aimable tomba. « Il est en vie parce que vous avez interféré avec la nature, mais cela ne durera pas longtemps. Il souffre de complications. La menace planait dans l'air, lourde et toxique. Cela ne durera pas longtemps. Ils allaient le tuer. Ils allaient achever ce que Finch avait commencé. « Vous me licenciez, » dit Maya, réalisant soudain la situation. « Licenciement pour motif valable, faute grave, insubordination, agression, » énuméra Patrick sur ses doigts. « Et à compter de maintenant, votre licence d'infirmière est suspendue. Vous ne travaillerez plus jamais à Seattle. En fait, je doute que vous puissiez travailler dans une clinique vétérinaire. » Il jeta une enveloppe sur le bureau. « Votre dernier chèque. La sécurité vous accompagnera à votre casier pour récupérer vos effets personnels. Vous êtes interdite d'accès aux locaux. Si vous mettez les pieds sur la propriété de Saint-Jude dans les 10 minutes qui suivent, vous serez arrêté pour intrusion. » Maya regarda le chèque. C'était de l'argent pour la faire taire ou de l'argent pour la faire mourir de faim. Elle regarda Finch. Il souriait, un sourire cruel et hypocrite. « Au revoir, infirmière Brooks. Essayez peut-être la vente au détail. » Maya sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle attrapa son badge d'identification sur sa blouse, le jeta violemment sur le bureau en acajou, laissant une rayure. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-elle. « Cet homme en soins intensifs. Des gens viendront le chercher. » Patrick rit. « C'est un sans-abri, Brooks. Personne ne viendra le chercher et personne ne viendra vous chercher. » Maya se retourna et sortit. Elle ne claqua pas la porte. Elle la ferma doucement, scellant son destin. 10 minutes plus tard, elle se tenait sous la pluie. La pluie à Seattle était froide, mais la peur qui tenaillait l'estomac de Maya était encore plus froide. Elle se tenait sur le trottoir du parking des employés,
Zone C. C'était le parking le plus éloigné de l'entrée de l'hôpital, faiblement éclairé et bordé d'un épais bosquet de bois sauvage. Il était 3h15 du matin. Dans ses bras, elle tenait un carton détrempé, son stéthoscope, une tasse sur laquelle était inscrit World's OKS Nurse, la meilleure infirmière du monde, une photo de ses parents et la lettre de licenciement. Elle chercha ses clés de voiture à tâtons. Elle conduisait une Honda Civic 2014 en piteux état qui nécessitait une prière pour démarrer les matins froids. « Que dois-je faire ?» pensa-t-elle. « Je ne peux pas aller voir la police. Patrick est le propriétaire du commissaire de police. Tout le monde le sait. Si je vais voir la presse, ils m'enterreront sous les poursuites judiciaires avant même que l'article ne soit publié. » Elle déverrouilla la portière de sa voiture. Vroom! Un grondement sourd fit vibrer la semelle de ses baskets. Ce n'était pas le tonnerre, c'étaient des moteurs. De gros moteurs. Maya se figea. Elle regarda vers l'entrée du parking. Des phares transperçaient la pluie. Pas une seule paire. Beaucoup. Une Chevrolet Suburban noire, aux vitres teintées de noir, déboula au coin de la rue. Elle roulait vite, trop vite pour une zone hospitalière. Elle était suivie par une autre, puis une autre, un convoi. Maya laissa tomber ses clés. Le SUV de tête freina brusquement juste devant sa Honda, la bloquant. Le deuxième s'arrêta derrière elle. Les autres se déployèrent en éventail, créant un périmètre d'acier et de caoutchouc bloquant la sortie et l'entrée de l'hôpital. Ce n'étaient pas des voitures de police. Il n'y avait ni sirène, ni gyrophares bleus et rouges. C'étaient des voitures fantômes avec des plaques d'immatriculation gouvernementale ou celles du cartel. Finch, pensa-t-elle, la panique lui serrant la gorge. Il ne voulait pas seulement me faire licencier. Il voulait me faire taire. Elle recula précipitamment, laissant tomber sa boîte. La tasse se brisa sur l'asphalte. Elle recula jusqu'à ce que son dos heurte la brique humide de la cabine de sécurité. Les portes des SUV s'ouvrirent à l'unisson. Des hommes en sortirent. C'étaient des géants vêtus de tenues civiles tactiques, de pantalons cargo sombres, de vestes de pluie grisées moulantes et de bottes lourdes. Ils se déplaçaient avec une grâce fluide terrifiante. Ils tenaient des armes, des carabines à canon court, baissées mais prêtes à tirer. Ils ignoraient la pluie. Ils ignorèrent le gardien de sécurité qui avait passé la tête hors de la cabine et s'était rapidement replié à l'intérieur, verrouillant la porte. Ils la regardaient. « S'il vous plaît, » murmura Maya en levant les mains. « Je n'ai rien dit à personne. Je ne dirai rien à personne. » Un homme du véhicule de tête s'avança. Il était différent des autres. Il n'avait pas ceux de fusil. Il avait une arme de poing dans un étui à la hanche. Il était grand, afro-américain, avec un crâne rasé et une barbe taillée avec une précision géométrique. Son visage était dur, mais ses yeux n'étaient pas sauvages comme ceux d'un oiseau. Ils étaient calculateurs, calmes. Il marcha droit vers elle. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. La pluie perlait sur sa veste. « Êtes-vous Maya Brooks? » Sa voix était grave, autoritaire. Maya acquiesça, incapable de parler. Elle ferma les yeux, attendant le coup de feu. « Je suis désolé, maman. Je suis désolé, papa. Regardez-moi, ordonna l'homme. Maya ouvrit les yeux. « Je suis le commandant Silas Graves de la marine américaine, groupe de guerre spécial, dit-il. » Il plongea la main dans sa veste. Maya tressaillit. Il en sortit une tablette, pas un pistolet. Il tapota l'écran et le tourna vers elle. C'était une retransmission en direct, une vue de caméra de sécurité, mais pas du parking. Elle provenait de l'intérieur de l'hôpital, de l'unité de soins intensifs. La vidéo montrait la chambre 412, mais celle-ci ressemblait à un champ de bataille. 4 hommes vêtus du même équipement tactique que ceux du parking montaient la garde autour du lit de l'inconnu. Le docteur Finch était visible dans un coin de l'image, plaqué contre le mur par l'un des opérateurs, l'air terrifié. « C'est l'homme que vous avez sauvé ?» demanda Graves en désignant le patient à l'écran. « Oui », répondit Mia d'une voix aiguë. « Monsieur Smith. »« Il ne s'appelle pas Smith, » dit Graves, un sourire fantomatique effleurant ses lèvres. « Il s'appelle l'amiral Thomas Havoc Sterling, ancien membre de la SEAL Team 6, actuel directeur des opérations de renseignement naval pour la région Pacifique. » Mir resta bouche bée. Le sans-abri, l'homme à la cicatrice irrégulière. « Nous avons perdu le contact avec l'amiral il y a 18 heures, » poursuivit Graves, son ton devenant d'acier. Sa balise s'est éteinte.
Nous avons fouillé toute la ville pour le retrouver. Nous venons de capter un signal localisé provenant de son traceur sous-cutané. Il s'est activé lorsque son cœur s'est arrêté, puis a redémarré. Graves se pencha vers elle. Les données du traceur nous indiquent que son cœur s'est arrêté pendant 2 minutes. Elles nous indiquent également que la seule raison pour laquelle il s'est remis à battre est que quelqu'un a refusé d'arrêter la réanimation cardio-pulmonaire. Il regarda les mains de Mir. Elles tremblaient encore. L'amiral Sterling est réveillé, dit Graves. Il est groggy. Il est sous l'effet de médicaments et il est furieux. Mais il demande une chose. Quoi? Murmura Maya. L'infirmière, dit Graves. Il a dit, amenez-moi la nouvelle avec le bon crochet du droit. C'est vous? Maya acquiesça lentement. Je lui ai cassé les côtes. Il a connu pire. Graves balaya cela d'un revers de main. Madame, nous allons immédiatement évacuer l'amiral. Cet établissement est compromis. Nous pensons que l'attentat contre sa vie était un coup monté de l'intérieur par une société militaire privée utilisant le personnel de l'hôpital. Graves fit un geste vers la porte ouverte du véhicule de tête. L'intérieur était en cuir, chaleureux et éclairé par la douce lueur des équipements de communication. « Nous avons besoin que vous veniez avec nous, » dit Graves. « Moi? Pourquoi? » Parce que l'amiral refuse que le personnel hospitalier le touche. Il ne nous laissera pas le déplacer tant que l'infirmière Brooks ne l'aura pas autorisé. Et franchement, maman, vous venez de devenir la cible des personnes qui ont tenté de le tuer. Si nous vous laissons ici, vous serez morte avant le lever du soleil. Maya regarda sa tasse brisée sur le sol. Elle regarda l'hôpital qui venait de la rejeter comme un déchet. Elle regarda les 10 SUV noirs remplis des hommes les plus meurtriers de la planète, attendant sa décision. Elle regarda Graves. « Je peux emporter ma plante? » Graves cligna des yeux, puis baissa les yeux vers la succulente à moitié morte dans la boîte humide. « Prendre la plante, maman. On part dans 30 secondes. » Maya attrapa la plante. Graves lui ouvrit la portière. Alors qu'elle montait dans l'énorme véhicule, elle vit les portes de l'hôpital s'ouvrir brusquement. Clive Patrick et 2 gardes de sécurité se précipitèrent sous la pluie. Patrick avait l'air furieux. Il vit le convoi. Il vit les hommes armés. Il vit Maya assise à l'arrière du SUV de tête. Patrick marcha vers eux. Que signifie tout cela? C'est une propriété privée. J'appelle la police. Graves ne se retourna même pas. Il leva simplement 2 doigts vers l'opérateur qui se tenait le plus près de Patrick. L'opérateur leva son fusil, non pas pour tirer, mais pour faire barrage. Il se plaça devant Patrick comme un mur de briques. Graves monta sur le siège passager et activa sa radio. Commandement à toutes les unités. Le colis est en sécurité. L'agent est en sécurité. Nous quittons le nid. L'heure d'arrivée prévue au refuge Alpha est dans 20 minutes. Il se tourna vers Mia, assise à l'arrière. Attachez votre ceinture, infirmière Brooks. Vous faites désormais partie de la marine. Le moteur rugit. Le convoi quitta le parking en trombe, les pneus éclaboussant les coûteuses chaussures italiennes de Clive Patrick, qui se tenait là, impuissant, sous la pluie. Alors qu'il roulait à toute vitesse sur l'autoroute, Maya regarda par la fenêtre. Elle ne quittait pas seulement son travail. Elle quittait son ancienne vie. « Commandant, » demanda-t-elle d'une voix calme. « Oui, madame. Le docteur Finch a injecté quelque chose à l'amiral. Du cyanure, peut-être, ou un paralysant. » Graves tapota son casque. « Bien reçu. Nous avons la seringue. Notre équipe médicale est en train de l'analyser. Et ne vous inquiétez pas pour le docteur Finch. Pourquoi? Parce que, dit Graves en regardant les lumières de la ville défiler, une fois que nous aurons stabilisé l'amiral, il voudra avoir une très longue conversation en privé avec le docteur Finch. Et l'amiral n'est pas du genre à croire aux poursuites pour faute professionnelle. » Maya se cala dans son siège. Pour la première fois depuis 1 heure, elle se sentait en sécurité. Mais cette sécurité n'était qu'une illusion, car ceux qui voulaient la mort de l'amiral Sterling n'étaient pas seulement les administrateurs de l'hôpital. Ils étaient bien plus importants que cela, et ils surveillaient le convoi depuis un drone volant au-dessus de Seattle. La radio grésilla. « Commandement, ici Talon Charlie. Nous avons 2 voitures suspectes, sans gyrophare, qui nous poursuivent à grande vitesse. » Le visage de Graves se durcit. Il arma son pistolet. « Infirmière Brooks, dit-il calmement. Gardez la tête baissée. » L'intérieur de la Chevrolet Suburban était une forteresse de cuir et de lumière LED bleue, mais pour Maya, c'était comme un sous-marin qui prenait l'eau. La pluie fouettait le verre par balle,
déformant les phares des voitures qui les suivaient en SM. Contact à l'arrière. La radio hurla. C'était la voix de l'opérateur dans le véhicule arrière. Indicatif d'appel Hammer 2. 2 berlines aux vitres teintées. Elles accélèrent. Je vois des armes, des MP5. Le commandant Graves ne broncha pas. Il ne se retourna même pas. Il fixait l'écran de navigation, ses doigts ajustant calmement les zooms sur la carte. Les règles d'engagement sont actives, dit Graves dans son casque, d'une voix aussi détendue que s'il commandait un café. Conduite défensive. Ne pas engager de force meurtrière à moins d'être pris pour cible. Nous sommes dans une zone civile. Pop, pop, pop. Le son était faible, étouffé par le blindage lourd du SUV, mais indubitable. Quelque chose rebondit sur le pare-choc arrière de leur véhicule. « Ils tirent !» s'écria Maya, agrippant sa ceinture de sécurité d'une main et son succulent de l'autre. « Ils essaient de détruire les pneus, corrigea Graves. Les pneus à roulage à plat tiennent bon. Hammer 2, vous avez le feu vert pour les neutraliser. » Le SUV derrière eux fit une embardée. Maya tourna la tête juste à temps pour voir la vitre arrière du Suburban qui les suivait s'abaisser de quelques centimètres. Un canon apparut. Une rafale de flash d'armes à feu illumina la nuit pluvieuse. La berline de tête fit une embardée violente, son pneu avant déchiqueté. Elle fit 3 tours sur elle-même et heurta le séparateur en béton dans une pluie d'étincelles. La deuxième berline, cependant, était plus habile. Elle se plaça derrière un semi-remorque, utilisant le véhicule civil comme bouclier pour réduire l'écart avec le convoi. « Des professionnels, » marmonna Graves, « ce ne sont pas des voyous. C'est de la conduite PMC. »« PMC » demanda Maya, la voix tremblante. « Des entrepreneurs militaires privés? Des mercenaires » expliqua Graves en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Quelqu'un a payé beaucoup d'argent pour s'assurer que l'amiral ne se réveille pas. Le convoi prit la bretelle d'accès à l'autoroute et s'engagea sur la I-5 Sud. Le compteur de vitesse grimpa à 80, 90, 100 000 marins par heure. Les lourds SUV se déplaçaient avec une agilité surprenante, slalomant entre les rares véhicules qui circulaient tard dans la nuit. « État de la cible ?» demanda Graves. « Stable ?» répondit une voix depuis l'arrière du SUV. Un médecin était accroupi près d'une civière sur laquelle l'amiral Sterling était attaché. Sa tension artérielle fluctuait. Il était conscient mais groggy. Il demandait son arme de poing. « Refusez cette demande », dit Graves sèchement. Soudain, une moto les dépassa en rugissant sur le bas-côté, une élégante moto sportive noire. Le moteur était vêtu d'une combinaison en cuir noir et portait un casque à visière baissée. Lorsque la moto arriva à hauteur de la fenêtre de Maya, le moteur leva la main. Il ne faisait pas signe. Il tenait une bombe adhésive, une charge explosive magnétique, côté gauche de la moto. Maya hurla. Graves la vit. Il n'hésita pas. Il tourna brusquement le volant vers la gauche. L'imposant Suburban fit une embardée et percuta la moto. C'était un mouvement brutal et calculé. La moto heurta l'aile, vacilla et le conducteur perdit le contrôle. La moto dérapa sur le côté, projetant des étincelles sur l'asphalte, et le conducteur tomba dans le terre-plein central herbeux. « Menace neutralisée », dit Graves en corrigeant la trajectoire. « Bon œil, infirmière Brooks », dit Maya qui hyperventilait. « Je viens de tuer un homme. Vous avez sauvé 4 personnes dans cette voiture », dit Graves d'un ton sévère. « Concentrez-vous là-dessus. Nous sommes à 8 kilomètres du point d'extraction. Accrochez-vous. » La poursuite s'intensifia. La berline restante était tenace et se rapprochait, mais le convoi de la marine était une machine bien huilée. Le SUV arrière, Hammer 2, freina brusquement. La berline qui les poursuivait, prise au dépourvu, percuta l'arrière du pare-choc blindé. Le capot de la berline se froissa comme du papier accordéon. De la vapeur s'échappa. La menace était neutralisée. « Tout est clean », apporta Hammer 2. « Tous les bogeys sont neutralisés. »« Bien reçu », répondit Graves. « Passez en mode furtif. »« Route, bravo !» Le convoi quitta brusquement l'autoroute et s'engouffra dans une route de service sombre qui menait aux forêts denses des contreforts des Cascades. Ils roulèrent encore 20 minutes en silence, les lumières de la ville s'estompant derrière eux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la pluie, les pins et le ronronnement du moteur. Mia regarda le médecin qui s'occupait de l'amiral. Sterling marmonnait, se débattant légèrement contre les sangles. « Où allons-nous » demanda Maya. «
Grave éteignit les phares et passa en mode vision nocturne. Au refuge Alpha, c'est un site secret. Personne ne connaît son existence à part le président et l'amiral, pas même la CIA. Le SUV ralentit à l'approche de ce qui semblait être une paroi rocheuse solide. Grave fit clignoter ses feux de route selon une séquence spécifique. Long, court, long, court. La paroi rocheuse gronda. C'était une porte hydraulique camouflée. Elle s'ouvrit en coulissant, révélant un tunnel en béton baigné de lumière rouge d'urgence. Le convoi roula à l'intérieur, les lourdes portes se refermèrent en derrière eux avec un bruit sourd définitif, enfermant le règne, les mercenaires et le monde que Meyer connaissait. L'installation était une merveille d'ingénierie de la guerre froide, mise à jour avec la technologie du 21e siècle. C'était un bunker creusé profondément dans la montagne, qui sentait l'ozone et l'huile à fusil. Dès que les SUV s'arrêtèrent, la baie fourmillait d'activité. Des médecins militaires en blouse verte et blanche se précipitèrent. « Apportez la civière !» Un médecin grand et chauve cria « Emmenez-le à la salle de traumatologie, tout de suite !» Ils tirèrent l'amiral Sterling de l'arrière du SUV. Il avait l'air encore plus mal en point qu'à l'hôpital. Sa peau était grise, il transpirait abondamment, mais ses yeux étaient ouverts et furieux. « Lâchez-moi !» rugit Sterling, bien que sa voix fût faible. Il donna une tape au médecin chauve. « Amiral, je vous en prie, vous êtes dans un état critique, » insista le médecin en essayant de lui éclairer les yeux avec une lampe stylo. « Je suis le docteur Harris, médecin-chef de ce secteur. Je dois vous intuber pour protéger vos voies respiratoires. »« Pas de tube ?» Sterling toussa. « Un son humide et rauque. J'ai dit, allez chercher la fille. » Le docteur Harris avait l'air perplexe. « La fille? Monsieur, nous avons la meilleure équipe de traumatologie de l'État. » L'infirmière, hurla Sterling en attrapant le docteur Harris par le col et en le tirant vers le bas. Celle du parking. Brooks. Toutes les hangars se tuent. Tout le monde se tourna vers Maya. Elle se tenait près du SUV, serrant sa plante dans ses bras, l'air aussi effrayé qu'un cerf pris dans l'effort d'une voiture. Sa blouse était tachée de café et de sueur. Ses cheveux étaient en bataille. Elle ressemblait à une enfant à côté des soldats endurcis et des médecins d'élite qui l'entouraient. Graves s'avança. « Docteur Harris, retirez-vous. L'amiral a donné un ordre. »« C'est ridicule. » Harris ricana. « C'est une civile, une enfant. Regardez-la. Elle n'a probablement jamais vu de blessure de guerre de sa vie. Elle l'a ramenée à la vie il y a 1 heure, » dit calmement Graves. Il regarda Maya. « Infirmière Brooks, c'est à vous. » Mia déglutit péniblement. Elle tendit sa plante à un commando perplexe. « Tenez ça. Ne l'arrosez pas trop. » Elle se dirigea vers le brancard. La peur était toujours là, mais dès qu'elle vit le patient, son instinct d'infirmière prit le dessus. C'était un interrupteur qu'elle ne pouvait pas éteindre. « Reculez tous, » ordonna-t-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait bien. « Donnez-lui de l'air. » Elle s'approcha du brancard. Sterling leva les yeux vers elle. Sa respiration était superficielle. « Vous êtes venu, » dit-il d'une voix rauque. Un soupçon de soulagement traversa son visage de granit. « Vous ne m'avez pas laissé le choix, amiral, » dit-elle en vérifiant son pouls. Il était faible. « Parlez-moi, que ressentez-vous? » Et ne mentez pas. Poitrine lourde, Sterling grogna. Vision floue, un goût métallique dans ma bouche, comme des pièces de monnaie. Maya fronça les sourcils. Des pièces de monnaie, pas des amendes. Les amendes, c'était pour l'espion. Sterling haletait, pour le faire paniquer. Mais le goût est métallique. L'esprit de Maya tournait à toute vitesse. Goût métallique, arythmie, détresse respiratoire. Et Finch a utilisé un liquide clair. Le docteur Harris intervint, incapable de s'en empêcher. C'est clairement une infection myocardique causée par le stress. Nous devons lui administrer de l'héparine et de la nitroglycérine. Si vous lui donnez de la nitroglycérine, vous le tuerez, rétorqua Maya sans lever les yeux. Pardon? S'indigna Harris. J'ai fait mes études à Harvard et dans une université publique. Mais je sais qu'un goût métallique associé à une instabilité cardiaque suggère une intoxication aux métaux lourds ou à un composé spécifique comme l'arsenic or thallium. Maya répliqua. Elle regarda les ongles de Sterling. Ils étaient parcourus de fines lignes blanches. Les lignes de Mace. Elles mettaient généralement plusieurs semaines à se former. Mais dans les cas aigus de forte dose,
Le lit de l'ongle pouvait se décolorer instantanément. « Avez-vous bu quelque chose avant de vous effondrer sur les quais ?» demanda Maya. « Du thé ?» murmura Sterling. « Avec un contact nommé Silas. »« Non, pas Silas. Sylvan. Thallium, » dit Maya d'un ton décidé. « Il est inodore, insipide. Il se dissout dans les liquides. Il provoque des problèmes cardiaques, un goût métallique, une faiblesse. Et Finch lui a injecté quelque chose pour accélérer le processus. Probablement du chlorure de potassium pour imiter une crise cardiaque. Du thallium? Iris rit. C'est un poison du KGB datant de la guerre froide. Personne ne l'utilise. Les gens qui nous ont poursuivis sur l'autoroute ne sont pas vraiment des hommes d'affaires modernes. Grave intervint. Ils sont de la vieille école. Maya se tourna vers Graves. « J'ai besoin de bleu de Prusse. C'est l'antidote au thallium et j'en ai besoin maintenant. Sinon ses reins vont s'arrêter et il va faire un arrêt cardiaque permanent. » Le docteur R.S. croisa les bras. « Nous ne stockons pas d'antidote obscur sur la base de l'intuition d'une infirmière intérimaire. Je vais suivre le protocole cardiaque. » Il prit une seringue de nitroglycérine. « Ne faites pas ça, » avertit Maya. Harris dévissa l'embout de la seringue. « Sécurité, éloignez-la. » 2 gardes s'avancèrent. Clic. Le bruit était faible, mais résonna bruyamment dans la salle caverneuse. L'amiral Sterling avait sorti un pistolet de l'étui du médecin qui se tenait à côté de lui. Sa main tremblait, mais le canon était pointé directement sur la poitrine du docteur Harris. Elle dit. Sterling grogna, les yeux brûlants d'une intensité terrifiante. Du bleu de Prusse. Le docteur Harris se figea, l'aiguille suspendue à quelques centimètres du port 4. Il regarda le pistolet. Il regarda l'amiral. « Commandant Graves. » Rhys poussa un petit cri. Graves haussa les épaules. « Je l'écouterai, Doc. Il vise moins bien quand il a le vertige, ce qui signifie qu'il pourrait vous toucher à l'aine plutôt qu'à la poitrine. » Arst abaissa lentement l'aiguille. Il se tourna vers une infirmière. « Vérifiez les stocks de toxicologie. Voyez si nous avons du bleu de Prusse. » 3 minutes plus tard, l'infirmière revint avec un flacon poussiéreux de gélules. « Nous en avons. Il a expiré il y a 6 mois. Mais il est scellé. Ça marchera, » dit Maya. Elle prit le flacon. Elle ouvrit 2 gélules et dissolut la poudre dans un verre d'eau. « Amiral, vous devez boire ça. Ça aura le goût de peinture bleue. » Sterling rangea son arme. Il prit la tasse des mains de Mera. Ses doigts effleurèrent les siens. Sa peau était brûlante. « Cul sec, » murmura-t-il, et il avala le liquide bleu. Il grimaça, toussa, mais le garda. Il rendit la tasse à Ma. « Maintenant, » dit Sterling, sa voix déjà un peu plus forte. Ou peut-être était-ce simplement la force de sa volonté. « Faites sortir tout le monde sauf Graves et elle. » Le docteur Harris eut l'air offensé, mais il savait reconnaître quand il était battu. Il fit signe à son équipe de partir. La salle se vida, ne laissant que le bourdonnement des ventilateurs. Sterling s'allongea et ferma les yeux. Le danger immédiat de crise cardiaque semblait s'éloigner à mesure que l'antidote commençait à neutraliser la toxine dans son intestin. « Vous avez un nom, infirmière ?» demanda Sterling, les yeux toujours fermés. « My Brooks. »« Eh bien, Maya Brooks. » Sterling ouvrit les yeux. L'acier gris était de retour. « Vous venez de mettre les pieds dans un tel pétrin que vous allez avoir besoin d'un tuba. Vous savez qui a essayé de me tuer? Finch. » Finch est une marionnette, crasha Sterling. L'homme qui tire les ficelles, c'est Garrison Blackwell. Graves serait dit. Blackwell Defense, le plus gros fournisseur du Pentagone. C'est la même chose, dit Sterling. J'ai trouvé des preuves. Blackwell ne se contente pas de vendre des armes. Il fabrique des menaces, des agents biologiques qu'il teste sur les sans-abri de Seattle pour vendre les remèdes aux plus offrants, chambre 412. Je n'étais pas seulement un patient. Je faisais partie de l'opération de nettoyage. Il pensait en avoir raté un. Sterling regarda Meyer. « Ils savent que tu m'as sauvé, » dit-il d'un ton sinistre. « Ce qui signifie que Blackwell sait qui tu es. Il a ton visage. Il a ton nom. Et il a des ressources qui font passer la CIA pour des scouts. » Maya sentit son estomac se nouer. « Je ne peux donc pas rentrer chez moi. »« Chez toi? » Sterling rit. Un son sec et humiliant. « Petite, tu es morte. Pour le monde entier, Maya Brooks est morte dans un accident de voiture ce soir sur la I-5. C'est l'histoire que Graves va faire passer demain matin. » Maya le fixa du regard. « Quoi?
C'est le seul moyen de protéger ta famille, ajouta Graves doucement. Si Blackwell pense que tu es en vie, il s'en prendra à tes parents pour t'atteindre. Si tu es morte, la piste s'arrête là. Maya sentit les larmes couler enfin. Donc, je n'ai plus rien. Tu as un travail, dit Sterling. Il essaya de s'asseoir, grimaçant. J'ai besoin d'un médecin, quelqu'un qui ne soit pas sur la liste des salariés, quelqu'un qui sait réfléchir vite et qui n'a pas peur de casser quelques côtes. Il tendit la main. Elle était grande, cailleuse et couverte de cicatrices. Bienvenue dans la flotte fantôme, Lieutenant Brooks. Maya regarda la main. Elle regarda Graves qui lui fit un signe de tête solennel. Elle pensa à Beatrice, à Finch, au parking pluvieux et à la vie qui lui avait été volée en un clin d'œil. Elle essuya ses larmes. Elle prit la main de l'amiral. « C'est Maya », corrigea-t-elle. « Et je vais avoir besoin d'un salaire plus élevé que celui que me versait Saint-Jude. » Sterling sourit. C'était la première fois qu'elle le voyait vraiment sourire. C'était terrifiant. Terminé. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'extraction. 3 jours pendant lesquels Maya avait vécu dans un bunker en béton qui n'existait pas officiellement. Elle avait appris à démonter un Glock 19, même si elle espérait ne jamais avoir à s'en servir. Elle avait appris à poser une perfusion à l'arrière d'un véhicule en mouvement et, surtout, elle avait appris la vérité sur les raisons qui avaient fait basculer sa vie. L'amiral Sterling était assis en bout d'une table de briefing en métal. Il avait meilleure mine. Il avait retrouvé des couleurs, même si le bleu de Prusse continuait à agir dans son organisme. Il portait un simple T-shirt noir qui mettait en valeur les cicatrices qui couvraient ses bras. « Messieurs et Maya », commença Sterling, en projetant une carte holographique sur la table. « Voici le centre de données sécurisé Blackwell. Il est situé à 20 km de Tacoma, dissimulé dans un entrepôt logistique appartenant à une chaîne de supermarchés. » La carte fit un zoom avant. Des signatures thermiques indiquaient la présence de gardes patrouillant le périmètre. « Blackwell sait que nous avons survécu », poursuivit Sterling. « Il sait que nous avons son nom. Ce soir, à 2 heures, ces systèmes doivent effectuer un effacement complet. Si cela se produit, les preuves des tests biologiques disparaîtront. Nous devons sécuriser les serveurs physiques avant que cet effacement n'ait lieu. » Graves se pencha en avant. « Les renseignements suggèrent une forte présence. Des mercenaires, la même équipe qui nous a attaqués sur la I-5. Ils nous attendent. » « Bien. » Sterling sourit froidement. « Je déteste les invités déçus. » Il se tourna vers Maya. Elle portait désormais une tenue tactique, mal ajustée, mais fonctionnelle. Un sac de médecin était attaché dans son dos, lourdement chargé de fournitures qu'elle avait personnellement réquisitionnées. « Maya, tu restes dans le Bearcat avec l'officier de communication, » ordonna Sterling. « Tu es notre soutien médical. Si quelqu'un s'est blessé, on te l'amène. Tu n'entres pas dans le bâtiment. C'est clair? » « Clair, » répondit Maya, l'estomac noué. Le raid commença en silence, répondit. La flotte fantôme se déplaçait comme de la fumée. Ils franchirent la clôture périphérique sans déclencher un seul capteur. Maya était assise dans le véhicule blindé à un demi-mile de là, regardant les images de la caméra du casque sur les écrans. Cela ressemblait à un jeu vidéo, vert et granuleux. « Enfoncement », murmura Graves dans la radio. À l'écran, la porte arrière de l'entrepôt explosa vers l'intérieur dans un bruit sourd étouffé. L'équipe se précipita à l'intérieur, puis ce fut le chaos. Contact frontal, des coups de feu éclatèrent. Les images vidéo tremblèrent violemment. L'entrepôt n'était pas rempli de provisions. C'était une forteresse de racks de serveurs et de passerelles. Les flashs des canons illuminaient les allées sombres. Homme à terre, homme à terre. C'était la voix de Graves. L'opérateur Hammer 3 est touché, artère de la jambe, saignement important. Sortez-le de là. Sterling aboya dans la radio. « Je suis coincé », cria Graves. « On ne peut pas le déplacer. Il est à découvert. » Maya fixait l'écran. Elle voyait l'opérateur allongé sur le sol, serrant sa cuisse. Le sang était noir dans la vision nocturne, s'écoulant rapidement. Une artère fémorale saignait. Il lui restait 3 minutes, peut-être moins. « Il se vide de son sang », dit Maya à l'officier de communication à côté d'elle. « Le protocole dit de rester en position », répondit l'officier en tapant frénétiquement sur son clavier. Maya regarda l'écran. Elle regarda sa trousse médicale. Le protocole lui avait coûté son poste. Le protocole était fait pour ceux qui voulaient regarder les gens mourir. Elle attrapa sa trousse, ouvrait la porte, négatif. L'amiral a dit
Maya appuya sur le bouton d'ouverture manuelle de la porte. « Dites à l'amiral que j'arrive. » Elle sauta du Bearcat et sprinta vers l'entrepôt. La pluie tombait à nouveau, la trempant instantanément. Elle pouvait maintenant entendre les coupes de feu, forts et retentissants comme le tonnerre. Elle atteignit la porte enfoncée. Les balles déchiquetaient le cadre en béton. Elle plongea à l'intérieur, glissant sur le sol glissant. « Brooks! » La voix de Sterling rugit dans son oreillette. « Retourne au véhicule! Couvre-moi! » cria-t-elle en retour, se surprenant elle-même. Elle rampait vers l'opérateur tombé. Les balles ricochaient sur les racks de serveurs au-dessus de sa tête, faisant pleuvoir des étincelles et des éclats de plastique sur elle. Elle atteignit le soldat. Il était pâle, en état de choc. « Je suis là !» cria-t-elle pour couvrir le bruit. Elle déchira le bas de son pantalon. La blessure était irrégulière. Elle enfonça son genou dans son aine pour exercer une pression, arrachant un tourniquet de son gilet. « Feu de couverture !» cria Graves. Les cils déchaînèrent un mur de plomb, forçant les mercenaires sur la passerelle à se baisser. Maya tourna le garrot jusqu'à ce que le saignement s'arrête. « Bouge! Il faut bouger! » Elle attrapa la poignée de traction du soldat. Graves arriva une seconde plus tard et attrapa l'autre côté. Ensemble, ils le traînèrent derrière un lourd générateur. Pendant que Maya vérifiait les signes vitaux du soldat, elle regarda à travers le sol de l'entrepôt. Au centre de la pièce, derrière un mur de verre, se trouvait la salle des serveurs principaux. Et à l'intérieur, retirant frénétiquement des disques durs, se trouvait un homme en blouse blanche, le docteur Adrian Finch. Il n'était pas mort. Il n'était pas en prison. Il était là, en train d'effacer les données. Maya ressentit une rage qu'elle ne se savait pas capable d'éprouver. Elle croisa le regard de Finch à travers la vitre. Il la vit. Ses yeux s'écarquillèrent. Il reconnut l'infirmière qu'il avait tenté de détruire. Finch attrapa une maillette métallique et courut vers la sortie arrière de la pièce vitrée. « Il s'enfuit !» cria Mia en le montrant du doigt. Finch a les disques durs. Sterling sortit de l'ombre, le visage maculé de graisse et de sang. Il vit Finch. « Grave, occupe-toi des blessés » ordonna Sterling. « Brooks, reste baissé. » Sterling sauta par-dessus un tapis roulant et se lança à la poursuite de Finch. Finch sortit en trombe de la salle des serveurs et courut vers un quai de chargement. Terrifié, il tâtonna avec un clavier. La porte s'ouvrit et il trébucha sous la pluie. Sterling était plus rapide. Il plaqua Finch sur l'asphalte mouillé du quai de chargement. La maillette glissa sur le sol. Finch recula précipitamment, sortant un petit pistolet de son manteau. « Restez où vous êtes. Je vais tirer. » Sterling se releva lentement. Il ne leva même pas son arme. Il se contenta d'avancer vers Finch. « Tu as essayé de me tuer dans mon lit, Adrian, » dit Sterling d'une voix basse et terrifiante. « Tu crois qu'un pistolet dans ta main va changer quelque chose? » La main de Finch tremblait. « Je ne faisais que suivre les ordres. Blackwell m'y a obligé. Tu as trahi ton serment. » Une voix retentit depuis l'embrasure de la porte. Maya se tenait là. Elle tenait la mallette. Finch la regarda. « Maya, je t'en prie. Nous sommes tous deux des professionnels de la santé. Nous soignons les gens. Je soigne les gens, » dit Maya d'une voix tremblante mais ferme. « Tu les tues pour un salaire. » Finch pointa son arme vers Maya. Bang! Finch laissa tomber son arme. Il baissa les yeux vers son épaule où une fleur rouge s'épanouissait. Sterling baissa son arme. « C'était pour l'infirmière, » dit Sterling. Il s'approcha, repoussa le pistolet d'un coup de pied et attacha les mains de Finch avec des liens en plastique. « Tu vas vivre, Adrian. Et tu vas tout raconter au grand jury fédéral à propos de Garrison Blackwell. » Les sirènes se mirent à hurler au loin. Pas la police militaire, la cavalerie était arrivée. Sterling s'approcha de Mira. Il lui prit la maillette des mains. « Tu as désobéi à un ordre direct, » dit-il en la regardant. « J'ai sauvé une vie, » rétorqua-t-elle. Sterling regarda la mallette, puis l'entrepôt où son équipe était en vie grâce à sa réaction rapide. « Oui, » grogna-t-il, un sourire narquois aux lèvres. « C'est vrai. Beau travail, matelot. » 6 mois plus tard, le soleil se couchait sur un petit aérodrome en Virginie. Un jet privé était stationné sur le tarmac, les moteurs tournant à plein régime. Maya Brooks traversa le tarmac, portant un sac de voyage et une plante très saine, vigoureuse et succulente. Elle portait désormais une combinaison de vol et non plus la blouse de Saint-Jude. Sur son épaule était apposé un écusson
représentant un crâne avec une coiffe d'infirmière croisée avec une seringue et un trident. Le corps médical de la flotte fantôme. Le commandant Graves se tenait près des marches de l'avion. « Vous êtes prête, lieutenant? »« Prête, répondit Maya. « Où allons-nous? » Blackwell ne s'est pas laissé faire, dit Graves en lui tendant un dossier. Son réseau est fracturé, mais toujours actif. Nous avons suivi une cargaison d'échantillons biologiques jusqu'à un port de Macao. L'amiral veut que nous décollions dans 5 minutes. Maya regarda le dossier. C'était dangereux. C'était fou. C'était à des millions de kilomètres de l'aile cardiaque et du regard critique de l'infirmière béatatrice. Elle sourit. Elle avait perdu son ancienne vie. Oui, mais elle avait trouvé autre chose. Elle avait trouvé une famille. Elle avait trouvé un but. Et surtout, elle avait découvert que lorsque les SUV noirs venaient la chercher, elle n'avait pas à être la victime. Elle pouvait être la tempête. « Allons sauver le monde », dit Maya en montant les escaliers. Alors que le jet rugissait dans le ciel, virant vers l'horizon, Mia regarda par la fenêtre. Quelque part en bas, dans une prison fédérale de haute sécurité, le docteur Finch était assis dans une cellule. Et quelque part dans un coffre-fort sécurisé, la vérité était en sécurité. L'infirmière débutante avait disparu. L'opératrice était arrivée. Quelle aventure! D'un parking pluvieux à Seattle, un raid secret sur un centre de données secret, Maya Brooks est passée de la vérification des signes vitaux à la lutte contre une conspiration mondiale. Cela montre bien qu'on ne sait jamais qui on sauve, ni de quoi on est capable, tant qu'on n'a pas été mis à l'épreuve. Si vous avez aimé cette histoire de justice, de trahison et d'action à haut risque, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez écouter la deuxième partie, dans laquelle Maya s'attaque au cartel à Macao, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas la manquer. Commentez ci-dessous. Que feriez-vous si 10 SUV noirs venaient vous chercher? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.